Salut la compagnie, c'est Jules Melon. Et aujourd'hui, on va passer des critiques. Regardez, je ne suis pas seul parce qu'il y a un canard StreamYard là, et je vais faire apparaître un autre canard. Non, bien sûr, Hello! Monsieur Sawyer qui est sorti de prison pour l'occasion. Non, ça c'est une blague en private joke qu'on a entre nous. Mais un an après, et oui, déjà un an après notre duo sur Mon beau-père et moi, Meet the Parents, eh bien on a décidé, alors je ne sais pas si ça va tomber un an jour pour jour pile, mais grosso modo, de continuer cette saga, cette trilogie réalisée, alors ici toujours par Jay Roach, comme le premier, il ne fera pas le troisième, je spoil d'avance, mais le titre est un peu plus long cette fois-ci, et pour cause, il y a des personnages en plus. Mon beau-père, mes parents et moi, ou en version originale, Meet the Fockers. Les Fockers, c'est la famille de Greg Fockers, ou Furniquet en version originale, interprété par Ben Stiller, bien sûr, qui reprend son rôle ici du premier film, et pour interpréter son beau-père, Jay Burns, Monsieur Robert De Niro, avec son fameux cercle de confiance et des trucs à traire. Il y a encore d'autres trucs à traire dans le film, d'ailleurs, on en parlera. Et d'ailleurs, pour interpréter les parents de Greg, alors là, des grands noms du cinéma, et pas que du cinéma d'ailleurs, américain, Dustin Hoffman, et De Niro et Dustin Hoffman avaient déjà joué ensemble dans 2 films de Barry Levinson, notamment Des hommes d'influence. Je ne suis pas sûr que dans Sleepers, ils se donnaient la réplique, mais à vérifier. Et Barbra Streisand, qui est connue aussi pour des comédies musicales et des chansons. Donc ça, c'est le père et la mère de Greg. Ils sont assez bruts de décoffrage, disons-le. Et de retour du premier film, on a évidemment la petite amie de Greg, jouée par Terry Polo, Blythe Danner, qui interprète la femme de Jack Burns, qui va peut-être enfin pouvoir s'émanciper un peu dans ce film. Et une apparition de Owen Wilson à un moment dans le film aussi, qui débarque là. Particulière, ouais, voilà. Voilà, et on a même Tim Blake Nelson qui apparaît en flic à un moment, sorti de nulle part. Peut-être même deux fois Ben Stiller, peut-être. Oh là là, ouais, puis il y a une sorte de Ben Stiller Jr. joué par Ray Santiago, on ne sait pas pourquoi. Mais Tim Blake Nelson, son apparition, on en parlera parce qu'il a joué beaucoup chez les frères Cohen et il y a un petit moment cohénien à ce moment-là. Oui, qui est très un peu absurde, ouais, c'est vrai qu'il est assez intéressant. Et voilà. Et alors, du coup, ça se déroule techniquement. Alors, le film est sorti en 2004, donc 4 ans après le premier film. Mais là, je sais pas, quelques mois, on sait pas. Ils sont toujours pas mariés, Greg et pas trop, ouais. C'est un gros enjeu du film, d'ailleurs. Ils veulent toujours se marier. Et il va falloir vite qu'ils se marient. On expliquera pourquoi aussi après. Mais avant le mariage, alors que maintenant, il est dans le cercle de confiance des Burns, Greg. Ça a été compliqué dans le premier film. On vous renvoie dans notre vidéo d'il y a un an. Mais maintenant, il faut réunir les 2 cercles de confiance pour en faire une chaîne de confiance. Et donc, on doit aller voir les parents de Greg. Sauf que ces derniers qui vivent en Floride sont un petit peu les opposés, mais légèrement, mais tout petit peu, les opposés de Comme les chats Burns. qu'il faut traire. C'est ça. Mais Jack Burns, c'est vraiment le gars de la CIA, très républicain, conservateur américain, alors que les Forniquets, les Fockers, c'est vraiment les démocrates libérés, qui ont connu les années 60. Et c'est très intéressant. Il y a un sous-texte politique très intéressant à analyser, effectivement. Ouais. Et d'avoir pris Dustin Hoffman, qui a joué dans beaucoup de films de contre-culture dans les années 60-70, c'est parfait. Et alors, évidemment, la rencontre va se faire au sommet. Ils arrivent avec la grosse caravane, l'hôtel caravane de Burns. Rien que ça vaut le coup. Et ils arrivent dans cette beaucoup de secrets quand même dans le film, on en parlera après. Mais... Et il va y avoir évidemment des secrets qui vont se révéler et ça va être très compliqué de réunir les 2 cercles de confiance. Même que peut-être, à cause de cela, à un moment, Greg, il sera outside. Voilà, il y a un petit truc comme ça. Et rajouter à cela, alors c'est le pompon sur la Garonne, comme on dit dans le sud de la France, le petit-fils de Jack, Titi Jack, c'est le fils de la sœur de Pam. Oui, qu'on avait vu dans le précédent opus. Voilà, et qui est ramené là en mode singe savant, parce qu'il veut faire du petit Jack un génie, avec une méthode d'éducation particulière, où il apprend directement. Il va donner tout un truc d'opposition sur l'éducation qui va être assez intéressant pour le coup. Et ça, c'est peut-être d'ailleurs le truc, le familial au sens large, 2 visions de la famille américaine, peut-être. Et on l'a revu pour l'occasion, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas revu. Et toi, toi aussi, ça faisait ouais, je crois que je vais te dire un truc, je crois que du coup j'avais revu il y a un an le premier. Et je crois que dans mes souvenirs, alors c'était pas le même jour, c'était à deux jours d'écart, mais je crois que j'avais vu le même jour le premier et le deuxième quand je les avais découverts la première fois. D'accord. C'est vrai que ça s'enchaîne bien. En soi, ouais. voilà. Et quel est, alors déjà, ton avis et
est-ce que tu penses que c'est une suite nécessaire en soi aussi par rapport au premier? Parce que le premier a fait un gros succès, donc fatalement, la suite était là. C'est vrai on peut réfléchir à est-ce que cette suite était vraiment nécessaire. On nous a quand même hinté un petit peu. Bon, après, est-ce que c'était vraiment une blague? Mais à la fin du premier, je crois qu'on en avait parlé d'ailleurs dans notre critique il y a un an, où ils disaient qu'il faut qu'ils rencontrent leurs parents, etc. Et qu'il y Oui, avait cette vanne-là. Donc ce truc-là était déjà quand même un petit oui, peu hinté c'est vrai. dans le premier opus. Après, je pense que voilà, c'était évidemment si ça dépendait du succès du film ou non. Là, pour le coup, le film a bien marché au point de faire une trilogie carrément. On parlera du 3 l'année prochaine. Donc Ce sera voilà. moins joyeux, peut-être, Mais hein, je sais que j'ai pas, on toujours pas verra. vu. Mais voilà. C'est vrai que c'est assez intéressant. Évidemment, on est globalement dans un truc très classique de la comédie américaine, qui est quand on fait une suite évidemment d'une comédie américaine, on va forcément rajouter peut-être un élément, d'en faire quelque chose de plus toujours, de se dire ah bah là cette fois-ci il y a un nouvel élément. D'ailleurs, mais comme évidemment dans beaucoup de comédies quand même américaines, que ce soit des Farrelly ou des trucs comme ça, enfin il y a quand même un Hmm. truc de toujours un peu faire un peu plus, de cette culture du more évidemment aux États-Unis. Et c'est vrai que c'était assez intéressant d'opposer ces deux visions-là, surtout que je crois qu'on en parlait dans notre, j'ai pas revu notre critique depuis, mais de ce que c'était la vision idéalisée d'une famille et d'une famille assez républicaine quand même, tu vois, on peut y trouver presque un sous-texte politique dès le premier opus sur ce que c'est, bah évidemment, je crois que tu l'as précisé, mais c'est un ex-espion, voilà, Robert De Niro dans ce film-là, et donc il y a toute cette opposition face à, bah évidemment, la carrure des deux acteurs, parce qu'on a Ben Stiller qui est quand même connu pour être cet homme un peu sympa comme ça, pas extrêmement viril, tu vois, dans la société américaine, contre De Niro qui est quand même l'homme fort, etc. L'homme alpha, entre guillemets, on peut dire, tu vois, de cette espèce de caricature d'homme fort. Il joue avec, évidemment, dans beaucoup de films. Bon, évidemment, on le connaît pour beaucoup de rôles sérieux. Mais il est quand même assez drôle parce que, bah, je sais pas si tu les as vus depuis, mais j'en parlais la dernière fois de Analyze This et Analyze That. Alors, je crois que c'est Mafia Blues en français, avec comment Billy Crystal. Billy Crystal. Voilà, merci beaucoup. Donc j'avais Et vu qui le sont des films premier, je pense, hein. J'avais vu le premier, mais c'était qui sont sympa, des hein, films assez enfin. divertissants, je trouve. Ouais. Et où De Niro a un vrai comique en fait de situation. Je t'invite à regarder le deuxième parce que d'ailleurs, De Niro va en hôpital psychiatrique au début du deuxième et commence, enfin, ou fait semblant, on ne sait pas encore, mais à chanter toutes les chansons de West Side Story. Et donc, il chante toutes les chansons de West Side Story en comique. Donc, c'est extrêmement drôle à regarder. Et De Niro a un potentiel comique extrêmement grand, en fait, ce qui montre que, évidemment, bon, je pense que c'est au moins dans le top 3 de mes acteurs préférés. Mais voilà, il le prouve encore une fois là où je trouve qu'il a vraiment un super potentiel comique. Il se fait Évidemment, plaisir. Ben Stiller, ouais, évidemment, Ben Stiller, super acteur. Mais voilà, c'est quand même impressionnant d'avoir ce truc-là à l'époque en termes de marketing, de se dire, on va opposer deux des plus grands acteurs de leur génération, qui sont Dustin Hoffman et Robert De Niro, quand même, parce que Dustin Hoffman, il y a Rain Man, quoi qu'on en dise de Rain Man, il a quand même, je trouve, un rôle qui est super important et il est très très bon dedans. Il pourrait tomber dans la caricature comme l'ont fait beaucoup de gens après lui, qui sont passés après lui, dans les gens qui bah, imitent un syndrome autistique, voilà, comme dans Rain Man. Mais je trouve qu'il est très très bon dedans. Il y a évidemment Little Big Man dans ses plus grands rôles, tu vois, évidemment le lauréat. Enfin voilà, il y a des très très grands rôles de Dustin Hoffman et c'est un très grand acteur. Et donc l'opposer comme ça et justement montrer ces deux acteurs qui sont déjà assez vieux hein, quand même à l'époque du film, comparé à leur, bah, j'ai pas envie de dire leur grand jour parce qu'ils ont jamais vraiment arrêté ces comédiens-là. Mais justement les opposer là, justement après toutes ces années de grands films, c'est assez intéressant et c'est un parti qui est assez marrant. J'ai pas avec ces deux acteurs. Je crois que ça a bugué un petit peu. Bon, c'est pas, Mais hein. voilà, je crois que Mais c'est voilà, un donc parti très j'ai pas. intéressant, c'est vrai. Oui. Mais en soi, en plus, Mais voilà, je trouve que c'est. on le Vas-y, vas-y. dit, parce qu'Robert De Niro, dans la vraie vie, c'est pas Jack Burns, hein. Il est plutôt démocrate, il déteste Trump et tout, hein, en vrai, hein. Donc, Oui, on en parle souvent de cette opposition à Trump de ah Robert oui. De Niro. Mais c'est vrai que le casting est brillant dans le soir. En plus, Dustin Hoffman, lui aussi, se fait plaisir. C'est dans une période, c'est pas qu'il était dans le creux de sa carrière, mais bon, forcément, il commençait à avoir moins de rôles passionnants. C'était il y a 20 ans. Et bon, il est toujours actif. Là, on l'a récemment vu dans Megalopolis. Enfin, il a passé une tête, quoi. Ah, c'est une tête, ouais. Voilà, on sent d'ailleurs qu'il avait remplacé James Caan, hein, qui devait jouer ce Qui rôle-là devait au jouer pied le rôle, levé. ouais. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est cette opposition-là, et c'est parfaitement interprété des deux. Alors évidemment, comme tu le disais, c'est du over the top. C'est-à-dire qu'il fallait faire plus que le premier film,
ça dure autant de temps, peut-être un peu plus longtemps quand même. Et à certains moments, il y a des limites dans ce métrage, c'est qu'il y a tellement de choses à développer. Alors, il y a les parents, il y a la continuité de Jack Burns, agent de la CIA, qui veut à tout prix connaître la vérité. Il y a des scènes qui sont encore plus dures que dans le premier film, ce qui, en soi, pose des soucis de cohérence indirectement, où on voit qu'à la fin du premier, normalement, il a accepté Greg, mais en fait, pas vraiment, dans le sens où ils auraient dû dire à ses parents qu'il était agent de la CIA directement. Garder des secrets comme ça, c'est jamais bon. Et puis, on va te rajouter un truc avec la domestique là, qui débarque, avec un secret autour. Le secret de Pam et Greg, on va développer ça après dans la zone spoiler. C'est vrai qu'à un moment, ça fait un peu beaucoup, tant et si bien que, par exemple, le personnage de Barbara Streisand est un peu sous-exploité, tu vois. Même si, intéressant ce personnage, puisqu'elle va être là pour décoincer un peu. Le fameux El Quensado, là, comme ils le disent en VF, Jack Burns. Et c'est vrai que l'idée, c'est qu'on joue sur les stéréotypes à fond. C'est-à-dire qu'on a le Jack Burns ultime, CIA, tout ça, tout est carré, méritocratie à fond, en faisant de son petit-fils le meilleur. Là. Tu vois, c'est poussé, les potards à fond. Et tu as le personnage de Dustin Hoffman qui est un petit peu ridicule quand même par moment. Il est touchant, ce père aimant envers son fils, qui est assez libertaire et libertin aussi, d'une manière ou d'une autre, parce que ça va, disons que ça copule toujours à son âge avec sa femme, il n'en fait pas de secret. Mais eux aussi, tu vois. La sexualité va être assez exploitée d'ailleurs aussi dans le film. Voilà, mais tu vois, on tire vraiment l'extrême inverse, quoi. Même la maison, tu vois, la maison en Floride, c'est l'inverse de la maison des Burns, quoi. C'est beaucoup plus, c'est presque une sorte de ferme. Remarque, ça rend. C'est une ferme moderne et tout ce qu'on veut. On se rappelle que Greg, dans le premier film, il disait qu'il avait été élevé dans une ferme où il avait appris. C'est vrai, ouais. Avec les sœurs, évidemment, il faut un callback à ça dans le deuxième. La fameuse sœur qui. J'avais pas de sœur, Greg. Ouais. c'est un peu l'idée. Et Jack Burns, il n'oublie rien, quoi. Tout le monde détail, il est là en mode. Alors, forniquer, et le cercle de confiance. Ça. Et évidemment, on va aller encore plus loin dans l'opposition avec le chien. Là, il y a un chat, le Burns. Opposé au chien, évidemment. Et tu as le chien Moïse qui comme le maître, c'est-à-dire qu'il se frotte aux jambes de tout le monde. Pourtant, il a été coupé. Mais quand même. Mais d'ailleurs, le maître, il est à moitié coupé puisqu'il a qu'un testicule aussi. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est le premier. La première rencontre et tout directement, il dit « Et je l'ai fait avec un testicule ». Tu vois, tu dirais jamais ça, même, enfin des inconnus, même si tu es hyper libre, il y a des moments, tu vois, où c'est là où je te dis que le film il se caricature un peu, mais bon, c'est nécessaire pour que la comédie se mette en place. Et tu as dit quelque chose de très vrai, c'est très farrellien. Tu vois, tu penses à Food Irene, ou j'ai du mal avec Food Irene, parce que c'est vraiment over the top. C'est un des seuls que j'ai pas vu d'ailleurs. Tu l'as pas vu Food Irene, c'est intéressant. Moi, je préfère Marie à tout prix, par exemple. Marie à tout prix, c'est vraiment excellent pour le coup. Mais Marie à tout prix, c'est quand même très over the top aussi. Mais il y a quelque chose qui évidemment. Bien. Il y a quelque chose qui fonctionne bien dans la romance et tout en plus. C'est assez décalé quand même. Il y a de l'humour absurde en fait. Mais c'est ce que là, tu vois, plus le 2 que le premier. Et là, tu as des moments où c'est presque farrellien. Bon, cohénien vite fait à la fin parce qu'il y a un petit clin d'œil. Bon, c'est pas très cohénien sinon, il n'y a pas de thriller. Quoique, cette enquête, là, à un moment, pour savoir si. On dira ça en spoiler. Et c'est vrai qu'à jouer sur les oppositions à fond, le film peut fatiguer un peu à un moment. Alors que le premier, je trouve qu'il était plus cadré. C'est-à-dire qu'il fonctionnait dans une comédie très bien écrite, mais qui arrivait à gérer les moments plus de tension dramatique, j'ai envie de dire. Là, par exemple, les tensions dramatiques, quelque part, on n'y croit plus par rapport au premier film. C'est que c'est un film qui a beaucoup de choses à traiter. Tu t'en as parlé, il y a la sexualité des parents. On a évidemment l'opposition entre les deux. Tout un truc autour d'un secret, un truc évidemment dont on détaillera, je pense, l'intrigue plus tard. Il y a évidemment toute la partie avec justement je crois pas que ce soit la femme de ménage, je sais plus trop. C'est la babysitter, ouais, gouvernante. Ouais, voilà, c'est ça. Mais voilà, il y a toute une thématique là-dessus aussi. C'est un film qui a beaucoup de choses à dire. C'est aussi, je crois qu'il est un peu plus long que le premier, si je ne m'abuse. Un peu plus, ouais. Et presque 2 heures. Hein. Oui, il dure presque 2 heures, il dure 1h55. C'est long pour une comédie quand même, c'est long. C'est quand même un peu long, je suis d'accord. Après, il y a quand même des moments de comédie qui marchent très bien. Il y a une intelligence au niveau de l'écriture qui te rattrape tout le temps. Voilà, c'est ça. C'est que il y a la scène du football, il y a la scène où il garde l'enfant. Et l'enfant va être, je trouve, un des plus, paradoxalement, un des meilleurs rajouts, en fait, parce qu'on va justement utiliser ce comique de situation. Et je trouve que ça va permettre aussi, même si dans le premier il était déjà exploité, ça va permettre aussi à Ben Stiller de plus exploiter son potentiel comique, même seul.
On va dire que la scène avec l'enfant, justement, il porte cette scène-là tout seul. Et il y a une scène, justement, cette scène-là est vraiment à mourir de rire parce que on voit justement toutes ses gimmicks, tout son talent comique. Et c'est pour ça que moi j'adore Ben Stiller parce que c'est quelqu'un qui peut faire du sérieux comme du comique. Et c'est là où on voit son talent fou, en fait. Je trouve vraiment que là, pour le coup, on voit vraiment de tout ce dont il est capable. Et j'aurais même tendance à trouver Ben Stiller meilleur dans le deuxième que dans le premier. Quand même, je préfère le premier. Ouais, parce qu'il a vraiment son personnage. Et il le fait évoluer son personnage dans le sens où, bah, par exemple, Il est plus d'infirmier affirmé. maintenant, il est Oui, passé à sage-femme en plus, tu vois. Il y a oui, un c'est petit vrai. upgrade. Donc lui aussi, finalement, il a ses ambitions de vie, entre guillemets, mais bon, on sent qu'il a gagné aussi de l'expérience du premier film où il a quand même mentalement bien souffert quand on y pense. Et d'ailleurs, Tout à fait. j'aime bien comment le métrage détourne les codes du premier film. Si tu te souviens, au début. Au début, dans le premier film, alors c'était la catastrophe, perte de valise et tout. Et là, à l'aéroport, tout ça, mais tout va bien. Mais alors, tout va tellement bien que les astres s'alignent, quoi. T'as la même hôtesse de l'air qui était Ah, c'est insupportable génial. dans le premier film, qui là va être super sympa. On va les upgrader en première classe. Comme ça, ils passent en premier dans la file. Il y en a un qui laisse le taxi. Et c'est super drôle, ça. Et là, Ouais, tu ça, te ça dis, c'est génial. Mais c'est une espèce de comique de situation très Farelli, effectivement. Ça fait très Farelli pour le coup. ouais, c'est ça, c'est Marie à tout prix. Je sais pas, j'ai pensé à des trucs là-dessus comme ça. Mais ça a été fait après Marie à tout prix, oui, bien après 2004 quand même. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, hop, le paradis et tout, mais tout va trop bien. On sent qu'il va y avoir une testicule dans le pâté. Peut-être la testicule du père qui n'est jamais tombée d'ailleurs. Hein. Oh là là. Oh, quel enfer. Et alors, évidemment, après ça commence, voilà. Ils arrivent chez les Burns, tout va bien. Voilà, on sent qu'avec le beau-père, maintenant, c'est nickel, quoi. Et puis, il y a le premier caillou dans la chaussure, c'est cette caravane magnifique, l'hôtel amovible des Burns, où ils avaient prévu d'aller en avion normalement ensemble. Mais non, Greg, C'est ça. on va prendre mon mobil-homme, hein. C'est pas une caravane, hein. C'est un beau mobil-homme. Oui, oui. On va faire la route de nuit et tout, hein. Je vais être le capitaine et tout. Et là, ça y est, tu retrouves le Burns bien chiant, qui contrôle tout, le control freak Il avait absolu. déjà un côté un peu contrôle au début quand ils sont dans le van, évidemment, où ils arrivent et qui dit tu veux appuyer sur le klaxon. Il y a que le capitaine qui appuie sur le klaxon. Il y a Ouais, et puis après malheureusement, Greg, il commence à nouveau à pas avoir de bol parce que quand il arrive, disons que, ouais, Jack, il est pas content. Par contre, Titi Jack, là, il a beau avoir quelques mois, il arrive à repérer des trucs, hein. Effectivement, ouais, Ah bah, à vouloir faire un génie de son fils, il est très observateur, hein, il est comme le bien grand-père, sûr. hein. D'ailleurs, c'est une éponge, hein, ça plusieurs fois dans le film. Ah, mais à cet âge-là, les enfants, c'est des éponges, Greg. Faut pas les parler comme des Mais bébés et tout. et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a une volonté de parler de l'éducation et du cadre de la famille dans le premier. Et là, plus sur l'éducation et sur l'enfance, évidemment, sur la manière d'éduquer, il y a des scènes qui vont être comiques là-dessus. Mais sur l'opposition à est-ce qu'il faut leur parler comme des bébés, qu'est-ce que c'est l'éducation, quoi, il y a un vrai débat là-dessus qui est intéressant. Il paraît que c'est vrai. Il paraît que les enfants, les petits, il faut leur parler normalement. Il ne faut pas non plus en faire des singes savants, hein, mais Bien sûr. ils comprennent. Voilà. Et bon, bah oui, mais il y a un juste milieu. Là, il n'y a pas de juste milieu. Là, Oui, oui, bien c'est, sûr. les parents de Greg sont là en mode bébé et tout. Et puis t'as Jack qui est là. Regardez, tu vas apprendre le mot vérité en Ah parsi, oui, c'est en vrai. espagnol. Ah oui, Oh là vérité, là. direct. Attention, vérité. Voilà. Et d'ailleurs, il fait ça à un moment, le gamin, il fait ça, il me semble, je crois, à un moment dans le film. À moins que ça soit dans le 3, je sais plus, mais à un moment, il y a un truc comme ça. Et d'ailleurs, évidemment, c'est un peu comme la guigne dans le premier film. C'est-à-dire que là, c'était le chat dans le premier film, mais la guigne, elle repère les humains qui sont bien et tout. Et on voyait qu'elle avait une défiance envers Greg. Et là, c'est le petit qui est pas à l'aise avec Greg. Donc, tu vois Jack qui commence à regarder d'un œil, furniqué. Directement, tu sais, les préjugés d'avance et tout. Alors, tout Ah, ce bien qui se passe sûr. dans le Mobilob, hein, alors évidemment, ça commence à partir en cacahuète. Euh, mais voilà, il conduit de nuit quand même. Bon, après, voilà. Ils arrivent bon an, mal an en Floride. Alors là, c'est la catastrophe. Déjà, c'est vrai qu'on remarque, à tout vouloir contrôler, le fait que Jack Burns est très impoli aussi avec ses hôtes. Dans l'idée où il Bah, refuse de dormir avec eux, il veut dormir dans son mobil-home. Tu je vois, c'est trouve que ça aussi. globalement, même si la Dustin Hoffman et sa femme sont assez space dans le film, les plus hardcore et Robert De Niro est le plus mal poli ou le plus. C'est encore le Oui. cœur un peu de l'humour, je trouve, dans ce film-là quand même. Bah, je trouve violent parce qu'en soi, tu vois, c'est là où, Il est assez bon, désagréable, effectivement. on va pas parler de cohérence en soi, mais il fait aucun effort d'abord. C'est Oui, c'est très. ça.
Bon, c'est vrai qu'ils arrivent là, Dustin Hoffman et Barbara, enfin, surtout Dustin Hoffman, parce que Barbara Streisand, encore à la rigueur, elle est un peu en retrait. Au début, d'ailleurs, elle s'occupe des personnes âgées parce que, soi-disant, elle est médecin, enfin, elle est plutôt sexologue pour personnes âgées. Bon, voilà. Ce qui va avoir une importance dans le film. Et Dustin Hoffman, il est là en mode, mais il fait vraiment le papy-poule, quoi, d'avance. Oui, évidemment. C'est vrai qu'il en fait des caisses. Et bon, il est brut de décoffrage et il aime son fils. Il montre un amour hyper expressif que Jack ne montrerait jamais. Et donc, direct, ça va pas, quoi. Puis après, bon, il y a toutes ces histoires avec le prépuce et tout. Le prépuce, c'est un petit peu l'écho des cendres de la grand-mère dans le premier, tu vois. C'est le film, il fonctionne par miroir après. Et c'est un peu paresseux par moment. C'est-à-dire qu'à un moment, au milieu, il y a de la paresse dans. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on fait des échos du premier film là, on retranspose. Bah, même dans sa scène entre guillemets post-crédit, mais pendant les crédits, c'est globalement la même scène que la scène où je sais plus, tu sais, il installe les caméras à la fin. Tirer la chasse. Non, il a pas de pouce, il peut pas tirer la chasse sur Nick. Ouais, effectivement, il y a ça. Il y a beaucoup de callbacks au premier, hein, pour les gens qui ont aimé le premier. C'est normal. Le klaxon de Robert De Niro, c'est Puff the Magic Dragon. Aussi. Ça, je l'ai capté au bout du 3e truc. Ah, vous fumez faire niquer. Mais non, mais avant d'aller dans un spoiler, ça va faire de la transition, mais il y a des scènes qui sont incroyables. Et d'ailleurs, je trouve que les deux enfants, parce qu'ils ont pris des jumeaux pour jouer Titi Jack, sont très expressifs. Alors, je sais pas comment ils ont tiré ça. Ouais, ils ont pris des jumeaux parce qu'il y a toute une légalisation de faire tourner des enfants. Comme ils peuvent pas les utiliser plus de 2 heures par jour, ils prennent souvent des jumeaux. Et c'est souvent le cas d'ailleurs. Comme ça, ils peuvent travailler 4 heures par jour au lieu de 2. Ok, oui, je vois. Et là, mais c'est vrai qu'il y a une belle expressivité des enfants. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas choisi n'importe quel gamin. Et Titi Jack, bon, bah évidemment, à un moment, il va découvrir l'éducation à la Greg. Mais en plus, Greg, il veut bien faire les choses, il n'a pas de bol, quoi. À un moment, il dit un gros mot et le gamin, bah, ce sera son premier mot, quoi. Bien sûr. Et il va se retrouver devant Scarface. C'est très drôle d'ailleurs. Say hello to my little friends. Ah, mais crois-moi. La scène de Scarface est justement la preuve que Ben Stiller est vraiment excellent et vraiment un pilier de la comédie, je trouve, US, quoi. C'est ça qui montre vraiment le talent et qui montre qu'il peut évoluer tout seul, en fait. Même sans Robert De Niro, il a un potentiel comique qui est assez impressionnant, je trouve. Ah, ben bien sûr. Et c'est marrant parce que là, on vit dans un univers où Al Pacino est acteur et Robert De Niro, non. C'est Jack Burns, tu vois. Moi, j'aime bien. Oui, après, c'est la question que je me suis posée. Est-ce que c'est un film méta, sachant que quand on lui présente un autre personnage, quand Robert De Niro va présenter à Ben Stiller un autre personnage, il lui dit il ressemble à Marlon Brando qui a joué dans Le Parrain. Donc est-ce que ça veut dire que dans l'univers de Mon beau-père et nous, Le Parrain 2 existe? Donc comment ça marche en fait techniquement, tu vois? Peut-être qu'il n'existe pas, ou alors c'est qui jouerait dites-nous dans les commentaires qui joue Robert De Niro dans Le Parrain 2 oh là là. Dans le monde de Jack Burns. Moi, ça me fait toujours marrer ce genre de truc où quand on croise la réalité et la fiction avec un acteur qui peut-être a joué avec ce film. Enfin, bon, tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Mais bon. Mais alors, allez, on va se faire plaisir dans les spoilers là, parce que bon, les scènes qui sont amusantes. On va commencer par le fils caché de Greg. Oh là là. Alors là, le film, il est en mode, on met les potards à fond, on s'en fiche de tout ce qui peut être cohérence et mais tout. Mais c'est une storyline qui fait très Farrelly, ça, hein, pour le coup. Alors ouais, et puis alors, le gamin, personne n'a le moindre doute dans le spectateur que ce n'est pas le fils de Greg. Bien sûr. Il est déguisé en Ben Stiller. Vraiment. C'est vraiment exactement le même visage, il fait la même tête, les mêmes gimmicks. Quoi. Il est très bien choisi d'ailleurs hein, pour le faire. Alors, je pense, oui, il y a la perruque. Hein. Ça se voit à un moment, t'as quand même De Niro, je sais pas, il dit un beau garçon et tout, c'est le Marlon Brando mexicain. Et quand il lui touche les cheveux comme ça, on voit la perruque bouger. Oui, effectivement. C'est même volontaire. Le film, il se fiche de tout, là. Oui, il s'en fout sur ça. Alors, ça serait le fils caché qu'il a eu avec ses domestiques, avec qui il a fait crac-crac pour la première fois à 19 ans, je crois, c'est ça? Bon. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, la domestique, comment elle est présentée avec ses seins siliconés, là, et tout. Oh là là, avec le bébé et tout. Voilà. ça fait très beauf presque. Hein. Enfin, la vache. T'as un domestique, elle est là en mode waouh, si, tu veux téter, tu veux téter. Oh là là. Et écho, évidemment, avec la fausse mamelle. Oh putain. Mais en fait, je trouve qu'il y a une dimension dans le film qui est presque dans l'humour cringe, en fait, volontairement cringe. Ah oui. Où justement, il y a une dimension du malaise, en fait, qui marche très bien dans le film, je trouve.
Et d'ailleurs, l'écho avec la prothèse mammaire, donc la mammaire, papère, je crois que c'est ça, la mamelle papère, il appelle ça comme ça en VF, Je crois où que c'est en ça. fait, il se met un faux sein, De Niro, pour allaiter son petit-fils Oh là là. avec le lait qu'ils ont très clairement à la mère qui est partie. Ah oui, putain. Oh là là, Pour cette le coup, scène-là aussi. non, mais ils n'ont pas très. Vous voulez me traire, forniquer? Non, c'est la mère qui est partie en Thaïlande, je sais pas quoi, là, qui s'est fait traire le lait. C'est un peu glauque, hein, quand même, quand Oui, tu y c'est penses. ça. Et Pour qui une dit qu'elle a semaine, trait c'est-à-dire pendant que une semaine ou un truc comme ça, ouais, c'est ça. Oh là là. je suis même pas sûr que ce soit possible. Dans une certaine cohérence de conservation du lait et tout, et de limite de lait que tu peux traire sur un mammifère hein, au sens large. Donc, déjà, pourquoi pas. Et puis, il est là, il dit allez, palpez-moi le sein, Furnic. Et tu sens que là, du coup, Burns qui fait ça, il se moque clairement de son Bah, beau-fils en tu plus. sens qu'ils veulent le faire chier aussi, ouais, évidemment. Il y a quand même un truc. Alors du coup, non, là, il va pas traire. Vous pouvez me traire si j'ai des tétons. Ben non, non, non. Faut pas toucher le téton parce que ça, c'est pour Titi Jack. Mais touchez-moi le sein. Et puis il est là en mode. Puis t'as évidemment, t'as la belle-mère qui débarque à côté. Ça, c'est la scène. C'est une scène culte du film, clairement. Bien sûr. Et puis bon, parler du fils donc caché. Mais ce n'est pas son fils caché. À un moment, le film joue là-dessus. Non, c'est le fils d'un joueur de baseball qu'on montre. Baseball avec une énorme moustache et qui est en fait Ben Stiller. Mais c'est peut-être le frère jumeau caché de Ben Stiller, en fait, que le père Peut-être qu'ils le feront dans le 4. Oh là là, non, il n'y aura jamais de 4, je pense. Il n'y aura Le pire, jamais de c'est 4. que le réalisateur du 3, je crois, a produit après un film avec De Niro qui s'appelle Mon grand-père et moi, mais qui n'a rien à voir, qui est sorti il y a 2 ans Ah, ou un peut-être an, que je c'est crois. dans le même univers, on sait pas. Hein. Ouais, mais non, il n'a pas le même nom. Ou alors, ça serait le frère Ah jumeau merde. de Jack Burns qui aurait été adopté. Oh, Oh là le là. Mon père et moi Cinematic Universe. De toute façon, si vous voulez voir un film pardon, où De Niro jouera 2 personnages frères, ça sera en 2025 dans un film de Barry Levinson, apparemment, qui est Oui, on annoncé. en parlait, va y avoir un grand film de Barry Levinson, de mafieux, voilà, où De Niro jouera 2 personnages. Donc ça, c'est intriguant pour le coup. Ça va être intéressant. Et du coup, donc, ouais, ben, joueur de baseball, c'est Ben Stiller. Et puis alors, il y a l'autre intrigue secrète du film, c'est que Bien Pam sûr. est enceinte. Oh Ce qui s'étape plus ou moins le troisième film. On ne sait pas après s'il voulait faire un troisième film, mais ce qui, pour le coup, met plus ou moins en place le troisième film. Little Fox. Et ouais, c'est ça. Mais pour le coup, c'est une storyline assez intéressante, surtout que la mère est sexologue, donc elle le crame direct. Elle le Ouais, dit au père, donc tout le monde le sait direct. Il y a ce truc justement de secret, du cercle de confiance, pas voilà, de secret chez les de- forniqués. voilà, il n'y a pas de secret, c'est le cercle, il tourne tout rond. Oh la C'est un vache. cercle un peu carré pour Jack Burns. Hein. Ça Oui, effectivement. rappellera le grand bain de Gilles Lelouch. Hein. On ne peut pas faire rentrer des carrés dans des cercles et vice-versa. Ouah, Mais, il y a eu une mais pour le comparaison, là, j'ai coup, besoin de me remettre. dans la famille des Fockers, c'est l'amour ouf. Voilà, pour le coup, on peut le dire. Mais familial. Et c'est vrai qu'il y a toute cette histoire. Le secret, évidemment. Donc là, on revient dans les secrets de l'intrigue du premier. On essaye de mettre une dimension un peu dramatique. Ça ne marche plus, mais ça, c'est normal. Oui, je Et suis d'accord. il y a aussi donc le psychopathe Burns qui, à un moment, il veut tellement la vérité de Greg. Alors, c'est plus le détecteur de mensonges. Hein. C'est carrément, il lui injecte du pain total. Ouais, une seringue. Bah, allez, c'est violent, ça, quand même. Hein. Ah, C'est-à-dire ça, que c'est une violence, ouais, il est violent. Après, c'est presque un humour un peu slapstick aussi, je pense, du geste et tout. Mais c'est vrai que c'est assez violent. Et pour le coup, je trouve que là, cette scène-là marche, mais en même temps, elle est un peu gênante. Après, elle est faite exprès, je pense. Mais je trouve que le film est trop lourd, en fait, presque pour avoir ça. Et du coup, des fois, ça fait un peu trop. C'est un peu ça mon problème. Et puis après, tu as tout le moment où Greg est complètement bourré, où il dit la vérité, il dit même que sa belle-mère, voilà, bon. Ouais, voilà. Voilà, c'est là où le film, c'est vrai Oh qu'il là là. il va franco dans le mauvais goût par moment. Je pense que après tout, Parfois, ouais. c'est les mêmes scénaristes. Hein. Alors c'est Jay Roach à la réalisation, c'est Jim Herzfeld et John Hamburg au scénario. Donc ils ont voulu pousser en fait 2.0 le premier film, parce que de toute façon, quitte à faire un autre, hein, ils savaient que ça allait moins marcher probablement et tout. Ils se sont dit on y va franco. Puis on joue sur Dustin Bah, Hoffman d'ailleurs. Dustin Hoffman mais qui fait d'ailleurs, un Dustin Hoffman, il y a moment. des scènes très drôles hein, quand même quand De Niro veut se barrer justement après avoir appris que Pam était enceinte et que Dustin Hoffman se met devant les roues du car. C'est quand même c'est une scène incroyable puis qui revient, qui ramène justement presque au mouvement protestant, hippie Bah, c'est ça. évidemment. Protestataire, ouais. Et donc il y a cette opposition là même de l'Amérique. D'ailleurs, je crois qu'à un moment donné, il y a De Niro qui dit oui, c'est le seul truc, c'est pour ça que notre pays est le seul qui tient encore debout ou un truc comme ça. Je Oh crois qu'il ouais! Oh putain, y a tout un discours par rapport à ça. Et le cette discours, opposition-là est ouais. assez intéressante et elle est utilisée de manière comique, mais
assez maligne en fait. Et c'est un film qui est plus malin qu'il n'y pense, qu'il n'y laisse paraître pour le coup, je trouvais. C'est ça qui est assez Ben, malin dans le film. on était en plein dans l'Amérique de George W. Bush à l'époque. Hein. En Et plus, après le 11 ouais. septembre, il y a eu le 11 septembre entre les deux. C'est pour ça qu'on a un Burns plus féroce peut-être. Alors ils n'en parlent pas dans le film, parce que c'était un peu tabou encore dans le cinéma américain à l'époque. Mais tu vois qu'il y a une upgrade dans son américanisation très, très conservatrice à Burns, peut-être indirectement aussi à cause de ça. Donc c'est vrai que lui, la méritocratie et tout, alors que le père de Greg, il s'en fiche, il va mettre, à un moment, il fait le Wall of Gaylord, parce que le vrai prénom de Greg, Ah c'est oui, Gaylord. avec les 9e places, les rubans de 9e place. Ah là là, la gênance absolue. Ah vraiment. Hein. Ah, Non mais Greg, il s'est... puis, non, mais il y a même un discours intéressant par rapport même à l'éducation, à tout remettre en question. Et c'est ce qui est dit notamment dans la scène post-crédit là, où il regarde les caméras et les trucs. Et justement, on voit Dustin Hoffman aller voir le bébé et il dit, il faut que tu remettes tout en question et tout ce truc-là. Et c'est ça qui est assez drôle pour le coup. Mais ce sera peut-être réutilisé dans Little Fuckers après. Je sais plus. Oh là là, j'ai pas vu, j'ai pas vu, j'ai pas vu. Bon courage d'avance. Mais du coup, mais après aussi bien, voilà, il sera bien et tout. Et puis bien sûr, bon, il y a des scènes qui sont what the fuck. C'est pour réunir enfin. C'est l'idée de les mettre dans la prison là, Dustin Hoffman et Robert De Niro pour qu'il y ait le pacte de non-agression, parce que Bien sûr. ça commence comme ça. Et donc ils sont arrêtés par un flic très sudiste là avec Et qui peut être aussi, encore une fois, bah encore, après on parlera de Tim Blake Nelson, mais qui est encore une fois presque un callback au premier avec la scène de l'aéroport et l'avion, quoi. Exact. C'est exactement ça. Il fallait réunir tout ce beau monde. Alors, Tim Blake Nelson, mais il est en roue libre. C'est vrai que là, on Ah est ouais, dans vraiment. c'est du Cohen parodique. Mais tu sais que je l'avais vu, bon, je l'ai vu 2-3 fois, peut-être maximum, hein, ce film. Et je ne m'étais pas rendu compte que c'était Tim Blake Nelson. Hein. Pourtant, à Ah, l'époque, c'est dingue. Hein. j'avais beaucoup aimé O Brother et tout. Il est Qui a un très très bon, beau d'ailleurs. Cohen aussi, ouais, effectivement. Ouais, ouais. Et bah ouais, c'est lui. Avec la petite moustache, le flic bien sudiste, avec son taser, là, et puis il prend des pauses pour tirer à chaque fois. Et voilà, et puis là, vous avez 500 volts dans le car qui vont passer. Ouais, c'est vrai qu'il y a un truc très absurde, mais il y a presque un truc, presque on pourrait parler sur les violences policières par rapport au mouvement hippie, tu vois, que représente Dustin Hoffman. Après, bon, on extrapole un petit peu, mais je pense qu'il y a presque un discours là-dessus comique, en fait, qui est exploité là-dedans. Et puis il respecte même pas la CIA de Burns. Ça me fait marrer. Oui, bien sûr. Alors, tu es retraité, tu vas me montrer ta carte vermeille. J'ai l'impression d'imiter un ex-collègue youtubeur qui s'y passe par ici, il se reconnaît pas. Mais oui, c'est un peu ça. Et alors, la fin, bon, ouais, c'est mignonné au final. Alors, il y a un Oui. truc, là aussi, bon, il y a le mariage quand même. Et débarque Owen Wilson, qui est à la fois prêtre, révérend, rabbin. Il a bouffé à toutes les religions, lui, tellement il est spirituel. Oui, oui, c'est ça. Mais qui est un acteur qui est très drôle aussi, qui a un Il est potentiel comique de touchant, malade aussi. d'ailleurs. Et c'était une époque, c'est important de le rappeler, je crois, à peu près où il commençait à aller mal. Hein. Il a eu une période où il allait très Bah, très et mal. Owen Wilson a failli se suisuider, hein, je crois. Hein. C'est Ouais. aussi ça, aussi tout le Et truc je ne autour. sais Hein. pas si déjà à cette période, ça commençait pas à aller un peu moins bien pour lui. À Ouais, vérifier. puis faut aussi rappeler que pour le coup, je pense que Ben Stiller a dû l'aider vu que ils sont aussi Hum. extrêmement potes. Puisque évidemment, il y a les films Zoolander aussi que moi je défends vraiment, Ouais. même le 2. Et où du coup il y a Ansel et Zoolander. Moi j'aime bien le 2 parce que c'est le Will Ferrell show et j'aime beaucoup Will Ferrell. Ah, Donc avec son pour moi ça regard marche. ferrélien. Avec Mugatu, Je sais pas qui si est tu as joué vu par Will Ferrell. Eurovision, le film Eurovision, si tu l'avais Je aimé. l'ai vu, ouais, il est pas très bien, mais il y a des trucs drôles dedans. Ah, Will Ferrell Euh, avec son regard. Voilà. Will Ferrell qui chante Volcano Man, ça m'a eu dans le film Eurovision. Mais oui, voilà, donc je pense qu'il était clairement là pour l'aider. Et c'est vrai que dans la toute petite scène qu'il a, Owen Wilson, il est assez drôle aussi. Et tu vois l'alchimie C'est touchant. qu'ont les deux, donc c'est assez agréable. C'est assez Et touchant, il est effectivement. touchant. C'est le personnage le plus touchant du film. C'est amusant. Vraiment, ouais. Et puis alors, là, Jack, ça y est, bon, maintenant il est content, bah, il veut se décoincer, clairement, et donc il demande des conseils à la sexologue Rose, la mère. Oui. Ah, c'est Dans, mignon. un- dans une histoire qui se résout un peu facilement. C'est un peu ça mon C'est problème, ça. c'est que le film a tellement d'intrigues et tellement parfois veut raconter beaucoup de choses que des fois il se termine un peu en mode ah bah voilà, ça se termine comme ça parce qu'il a du mal à tout reboucler en fait. Maintenant, on verra que dans Little Fuckers, on retrouvera un Jack Burns bien chiant, hein, évidemment, parce que Ah sinon, ouais, ok, ouais. c'est pas Ouais, drôle. évidemment, Bah, sinon il n'y sinon, a il n'y pas a de pas de film. film. À un moment, il y a une bataille dans une piscine à boules et tout. C'est le seul truc dont je me souviens hein, dans le film. Voilà, Mais d'ailleurs, bon, on peut refermer la zone spoiler. bien sûr. Au final, on peut dire ce qu'on veut. Évidemment, le premier reste quand même plus abouti parce que c'est la découverte d'un univers, c'est forcément plus cadré pour
pour que ça marche. Là, avec le succès du premier, il fallait s'attendre à quelque chose de plus décomplexé. Ça l'est. Mais au final, dirais-tu que ça fonctionne quand même et que tu le conseillerais aux gens qui l'ont vu? Parce que beaucoup de gens n'ont vu que le premier, peut-être pas la suite. Hein. Bien sûr, bah en fait moi je le conseillerais parce que quoi qu'il en pense, tu vois, j'ai réfléchi. Je pense que j'ai le premier, tu vois, j'ai mis 7 sur 10. Je pense que je vais remettre la même note à celui-là, quand bien même, mais ça va pas être le même 7 sur 10, tu vois. Le 7 sur 10 du premier, c'est un film très cadré, qui marche très très bien, qui est quand même une comédie que je considère assez culte et assez classique pour moi, tu vois, où je passe un très Peut-être bon trop moment. classique le premier, paradoxalement. Peut-être, effectivement. Celui-là est beaucoup plus fougueux et beaucoup plus brouillon, part un peu dans tous les sens. Mais franchement, au deuxième visionnage, il y a encore des trucs qui m'ont fait mourir de rire. Enfin, encore une fois, on n'a pas parlé même de la scène avec Scarface, hein, quand même, où Vite le fait. gamin s'est mis devant Scarface, scotché à la colle avec de l'alcool, évidemment, qui lui est scotché aux mains, enfin collé aux mains. Mais ce qui est quand même Ouais. une scène vraiment drôle, voilà, dont on parlait avec Ben Stiller. Et voilà, on n'a même pas parlé du asshole, Et aussi, le le chien qui premier tombe dans mot les de chiottes, l'enfant. Le chimiques chien qui tombe de dans la les chiottes Carré. avec le chat qui est démoniaque, hein, qui appuie sur. Ah ben La femme de De Niro. il a appris. La guigne a appris Oui, à tirer la chasse. la femme de De Niro qui lui dit qu'est-ce que tu aurais fait si c'était le chat qui était tombé dans le truc. Et S'en puis, fout du chien. il a reçu, non, il lui dit, il a reçu un apprentissage Oui. intensif aquatique, comme ça, il lui dit, Mais avant ça, il dit s'en fout du chien, mes toilettes. ah oui, les toilettes. Ah, sympa. Et Ah non, mais c'est un film ce qui est quand même, enfin voilà, il y a une dynamique qui marche bien. Et du coup, je pense que je vais mettre la même note parce que c'est un film qui est hyper appréciable, qui est vraiment un bon moment. J'ai pas vu le temps passer, tu vois. Je me le suis refait hier, je me suis pas ennuyé, tu vois. Et donc, je trouve que c'est un film qui marche à merveille. Et voilà, je le conseillerais pour toutes personnes qui ont bien aimé le premier, franchement, parce que je pense que même si vous aimez moins le premier que le deuxième, ce qui est mon cas, mais je pense que quand même, voilà, encore une fois, je vais mettre la oui. même note. Ça reste un film super appréciable et quand même une très très bonne comédie. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Et on n'a même pas développé sur le prépuce qui tombe dans la fondue. Oh là Croyez-moi, là, c'est un peu plus problématique que le gage du pain qui tombe dedans. Hein. oh là là. Et sur le commandé chinois. D'ailleurs, petite anecdote, en VF, c'est la voix de Nicolas Cage pour Dustin Hoffman. Alors, je ne me Ah! rappelais pas qu'il avait fait d'autres fois Dustin Hoffman, Dominique Collignon-Morin, mais sur le moment, c'est un peu bizarre. Voilà. Un peu étrange. Voilà. Mais bon. Mais sinon, oui, voyez-le quand même. C'est un bon moment. En plus, c'est un moment de détente, avoir en vacances, avoir avec des potes. Vous pouvez vous amuser à faire des connexions avec le premier film parce que le film le fait. Voilà. Oui, Les il en effets fait plein. miroirs dans tous les sens, tout ça. Donc c'est à la fois paresseux sur le développement, Et en même temps, ça fouillis, ose beaucoup de choses. mais Ouais, c'est ça ça. ose des choses en contrepartie. Mais c'est vrai que c'est une autoroute. C'est l'autoroute où on a rajouté des voies en plus et la voiture elle zigzag partout quoi, par Oui. rapport au premier film. Mais on va toujours dans la même destination. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on remet ça, on met le couvert l'année prochaine. Hein. Oh là là. Et Little Fuckers, bon, L'opus final. c'est Après, ça. il nous faudra une autre saga comique Bon, ou un bah, truc moi, comme ça. j'ai déjà une idée. Je pense que les Mafia Blues y passeront. Voilà. Ah bah Ceux les qui ont la- Mafia Blues, moi je suis chaud, hein, j'ai vu les Ah ouais. deux. Les deux, je crois que le deuxième est un peu moins bien que le premier, mais il a quand même de très bonnes idées. C'est un peu comme celui-là. Je trouve que Mafia Blues C'est 2 est moins bien que Meet the Parents, alors mais c'est quand même plutôt bien foutu. peut-être dire une bêtise. C'est pas de Vito qui a fait les Mafia Blues ou je crois pas. Hein. Ah, Je sais plus. c'est Je sais possiblement plus. lié, je sais pas. Non, Attends. parce que je sais que De Vito, il a fait des très bons films. D'ailleurs, La Guerre des Roses avec Michael Douglas, par exemple, très Ouais, intéressant. DeVito est un réalisateur intéressant, ouais, je suis d'accord. Mais je sais Non, plus c'est ce Harold qu'il. Ramis, c'est Harold Ah Ramis oui, qui a voilà, fait ouais, ouais, ah les bah Mafia oui, Blues, putain. Le regretté Donc, Harold Ramis. et qui sont des films vraiment Oui, intéressants et qui sont des films vraiment oui, drôles. Voilà, oui. pour ceux qui savent pas, c'est un mafieux qui est joué par De Niro qui est en dépression. C'est les Sopranos, quoi. Globalement, c'est les Sopranos Alors, version comique. Ouais, avant qui est l'heure ou déjà un après peu l'heure, comique. je sais plus. Je sais plus si c'est sorti avant ou après. Euh, alors, je pense que c'était en même temps parce que c'était 99 le premier Mafia Blues et les Oui, Sopranos, je crois que c'est à peu près en même temps. il Donc y a eu voilà. des croisons. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film-là déjà. Hein. Mon beau-père, mes parents et moi, Meet the Fuckers, sorti en 2004 et réalisé par Jay Roach. Et n'oubliez pas aussi, parce que là, voilà, on est sur ma chaîne, c'est sympa, ouais, on discute et tout, mais avec, j'allais t'appeler Joseph, mais c'est ton vrai prénom. C'est Avec, vrai, c'est vrai. ah oui, c'est pas un secret, c'est pas comme les secrets du film. Oh là là. Avec Sawyer, eh bien, nous sommes sur la 7e illusion, c'est ta creation, rappelons-le. Et évidemment, et Et je crois que si je regarde, on a fait pas mal de vidéos, même récemment, c'est ça. dont une Et qui tu sort sais quoi? bientôt, ou qui est déjà sortie, non, sur Flow, normalement.
Et on va finir sur un truc, parce que dans le film, il y avait l'opposition républicain-démocrate. Cette vidéo sera publiée après, si tout va bien, parce qu'il risque d'y avoir des recomptes pendant plusieurs jours, après les résultats de l'élection Trump-Kamala Harris. Quel est ton pronostic? Allez, ne réfléchis pas, dis-le. Je suis tombé dans un bourbier là. On sait ce qu'on souhaite. Bon, évidemment, moi je le cache pas, je déteste Donald Trump, donc j'espère qu'il perdra. Je pense que ça va être très serré, mais je pense qu'en fait, je pense que sur un malentendu, Trump peut gagner, enfin pas en trichant, mais en recomptant les votes, les trucs d'arnaque comme ça. Trump peut l'emporter. C'est très serré. Je crois que même, en fait, pour tout te dire, tu vois, on le dit, moi, tu vois, je suis allé au lycée et on a une correspondante américaine qui est venue. On lui a demandé qui elle pensait aller gagner. Et même les Américains ne savent pas, en fait, tellement c'est le bordel, tellement personne ne sait quoi faire. Ce qui est sûr, c'est que s'ils n'avaient pas remplacé Biden par Harris, Trump pourrait écraser Biden. Mais voilà, donc là, ça va être très serré. On espère voilà, que des gens voilà, qui sont républicains et qui s'en foutent globalement du pays américain ne prendront pas le contrôle, comme des gens comme Elon Musk, voilà, évidemment. Mais bon. Bien sûr. Mais voilà, et donc je n'en ai aucune idée, mais voilà, on espère que Donald Trump perdra. C'est ça la magie, nous on enregistre avant, donc vous savez, enfin peut-être pas, peut-être qu'il y a un bazar sans nom depuis, Puis c'est un peu important, on vous renvoie à la vidéo qu'on a fait à deux d'ailleurs sur The Apprentice, hein, la vidéo The Apprentice. Notre podcast sur Succession, évidemment, notre duo deux sur vidéos The Apprentice pour la 7e illusion. Voilà. Et c'est important de préciser que Donald Trump est coupable, évidemment, et a eu 34 plaintes qui ont été reconnues coupables. Donc Donald Trump mérite la prison. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est la justice. Voilà, moi je sens bien le coup, Kamala Harris va gagner, mais ils vont contester à mort. Mais genre à mort. On peut avoir un Capitole 2. Hein. Parce que ça sera, quoi qu'il arrive, serré. Hein. Ça, c'est sûr. Donc si c'est serré, ça va contester. Ou par cette émission. Mais voilà, donc nous sommes dans le passé. Bon, on a fait un petit point politique. Vous allez me dire, mais pourquoi vous parlez politique? Non, bah, regardez dans le film hein, entre Jack Burns et le père de Steve. On sait que le cinéma, c'est pas politique en plus. Hein. Ah bah, le film, il l'est en tout cas. Il montre les deux Amériques et il le fait bien. Certes, sur un aspect comique très désaxé et tout, mais c'est un peu ça. Voilà, c'est intéressant, effectivement. Mais voilà, bah, en tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez du film, pas de l'élection américaine, quoique vous faites ce que vous voulez. Et une section commentaire là, ça va être golden. Bah, allez-y, hein, on peut se marrer. C'est peut-être le chaos là au moment où cette vidéo sort, donc allez-y. J'espère pas. Civil War de Alex Garland. Oh là là, ça c'est un sujet épineux. Mais en tout cas, merci Joseph, merci Sawyer. Merci beaucoup à toi. Et on vous dit à très bientôt pour d'autres aventures. À la prochaine. Ciao. Ciao.